valise au nom de Graffigny a été retrouvée dans le hall. Françoise de Graffigny, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de Graffigny, il y a une trousse de maquillage, une enveloppe, une pièce d'or et une gomme. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? La trousse de maquillage. Ah, voilà un objet qu'on trouve souvent dans une valise. Mais ici, il y a plusieurs sens, dont un tragique. Françoise d'Issembourg d'Aponcourt est née le 11 février 1695 à Nancy, en Lorraine. Elle est issue d'une bonne famille de la petite noblesse. Si elle reçoit une assez bonne éducation, elle doit, déjà, faire face à une certaine violence puisque sa mère est d'un caractère renfermé et que son père peut se montrer brutal. Elle déclare elle-même : La douceur et la timidité de ma mère, jointes à l'humeur violente et impérieuse de mon père, ont causé tous les malheurs de ma vie. Réputée pour sa grande beauté, la jeune Françoise doit choisir sa voie. À l'époque, pas de Parcoursup et les options sont très limitées pour une jeune fille. Elle pourrait même se résumer à 2 chemins possibles : le couvent, avec les religieuses, ou le mariage, avec un mari très rarement choisi. Et c'est ainsi qu'à 17 ans à peine, Françoise épouse un jeune officier du nom de François Huguet de Graffigny. Installée avec son nouvel époux, les malheurs s'accumulent vite. Elle donne naissance à 3 enfants qui meurent en bas âge et son mari se montre très violent. Il boit, joue, perd beaucoup d'argent et la maltraite régulièrement. Elle écrit des lettres déchirantes à ses amis, comme à son père. Je suis obligée, dans l'extrémité où je me trouve, de vous supplier de ne point m'abandonner et de m'envoyer au plus vite chercher, car je suis en grand danger et suis toute brisée de coups. C'est une situation tragique et la trousse de maquillage, ici, sert à dissimuler les larmes et les blessures de Françoise. Heureusement, elle réunit suffisamment de preuves pour obtenir la séparation légale. Elle peut alors vivre plus librement, loin de cet époux violent qui meurt quelques années plus tard. On ne le pleurera pas. C'est alors que la trousse de maquillage va prendre son second sens, puisqu'à la mort de son père, Françoise va devenir dame de compagnie et fréquenter la cour. Être dame de compagnie, pour faire simple, ça consistait à accompagner une dame riche, à la divertir, à discuter avec elle ou à l'assister. Ni servante, ni véritable amie, la dame de compagnie est un peu entre les deux. Et pour cette tâche un peu ingrate, il faut généralement être distinguée et cultivée. Veuve, sans enfant, Françoise découvre alors une vie plus libre et mondaine, à la cour de Lorraine pour commencer, puis à Paris. Cette nouvelle vie lui permet de rencontrer beaucoup d'intellectuels, dont le célèbre philosophe Voltaire, qui aurait été très ému par son histoire et aurait même pleuré en l'entendant. À Paris, la beauté de Françoise, son intelligence et ses manières lui permettent de se faire de nombreux amis, dont Jeanne Quinault, une célèbre actrice qui tient un salon littéraire. Mais Françoise a besoin d'argent, et elle va rapidement comprendre qu'elle peut tenter de vivre de sa plume. L'abbé Perrault, un homme de lettres, l'engage dans des travaux d'édition et de vente de livres. Elle décrit ce travail particulier dans ses lettres. L'abbé est arrivé ici à midi pour m'apporter des feuilles toutes trempées sortant de la presse. Il m'a appris à faire la fille d'imprimerie. Nous avons plié et broché 50 feuilles. Elle découvre ainsi toute la chaîne du livre et prend ses marques dans le monde merveilleux, étonnant, mais parfois cruel de la littérature. Ce qui nous amène au deuxième objet. Une enveloppe. Alors, cette enveloppe est là pour souligner que Françoise est une grande épistolière, c'est-à-dire qu'elle passe beaucoup de temps à écrire des lettres. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, plusieurs milliers de lettres. À l'époque, l'usage de lettres était tout un art de vivre et il pouvait prendre autant de place dans la vie de certaines personnes que les réseaux sociaux en occupent aujourd'hui. Presque tous les grands auteurs européens du XVIIIe siècle ont entretenu une correspondance riche et soignée. Il faut se rappeler qu'on n'envoyait pas des « coucou, comment ça va ? Bisous ». Non, envoyer une lettre prenait du temps,
coûtait de l'argent, alors on s'appliquait. Françoise de Graffigny avait de nombreux amis, mais c'est vers 1730 qu'elle rencontre François-Antoine Deveau, un poète, qui devient son meilleur ami. Ensemble, ils entretiennent une correspondance qui va durer jusqu'à leur mort. On parle de près de 2500 lettres. Ils avaient même de petits surnoms mignons, comme Abel et Pampan, ou même Pampichon. Est-ce que c'est pas trop mimes? Françoise confiait à François ses sentiments et lui racontait ses histoires d'amour, dont celle avec Léopold Desmarets, qui avait 13 ans de moins qu'elle et qu'elle aima durant des années. Ces lettres sont précieuses, car elles permettent de savoir ce que faisait Françoise à l'époque, quelles étaient ses difficultés, comment elle se sentait exilée à Paris, mais aussi ce qu'elle lisait, ce qu'elle pensait et ses ambitions personnelles. Pour certains critiques, la correspondance de Françoise de Graffigny représente une œuvre à part entière. Grâce à Jeanne Quinault, l'actrice dont nous avons déjà parlé, Françoise fréquente de grands artistes de son époque et rejoint même un groupe littéraire qui se fait appeler la Société du bout du banc. Grâce à ces nouvelles connaissances, elle découvre de plus en plus d'œuvres qui attisent son envie d'écrire. Et puisqu'elle aime tant écrire des lettres, c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers le roman épistolaire. Un roman épistolaire est un roman dont la narration se fait à travers une correspondance fictive, le plus souvent sous forme de lettres. Les personnages s'expriment directement et l'intrigue progresse via les lettres. Un tel genre présente de très nombreux intérêts. On a surtout accès aux pensées des personnages, à leur intimité. On peut même sous-entendre qu'il s'agit de lettres réelles, ce qui augmente l'intérêt des lecteurs. À l'époque de Françoise, des œuvres comme les lettres portugaises, attribuées à Guirag, ou les lettres persanes de Montesquieu, ont déjà connu un grand succès. Et Françoise de Graffigny va avoir l'intelligence d'allier ses passions pour l'écriture de lettres et pour la littérature afin de gagner de l'argent. Mais pour en parler plus en détail, observons cette superbe pièce d'or. Une pièce d'or. Ça, toute sa vie, Françoise de Graffigny a eu des soucis d'argent. Tout a commencé avec les dettes contractées par son mari, malheur qui ne la quitta pas au point qu'elle confiait à son ami Pampan. « Je suis si convaincue que le malheur me suivrait en paradis, si j'y allais, que je me livre de bonne grâce à mon sort et ne me plains que du peu. » Certes, Françoise aime écrire, mais c'est aussi pour l'argent qu'elle se met donc à le faire activement. Et c'est en 1745, à 49 ans, qu'elle publie son premier texte dans un recueil collectif portant le nom de « Recueil de ces messieurs ». Bon, alors Françoise n'est pas un monsieur. Ça témoigne de la place marginale qu'occupaient les femmes dans le monde littéraire de l'époque. Parmi les textes de ces messieurs, qui sont ses amis, le texte de Françoise, intitulé « Nouvelle espagnole », est applaudi, mais ne fait pas grand bruit. C'est un petit conte sans trop de prétention. Soutenue par ses camarades, elle en publie un deuxième l'année suivante, intitulé « La princesse Azrol ». En 1747, elle rédige Ziman et Zenise, une comédie éducative, mais surtout, elle publie le roman qui va la faire entrer dans la légende. À l'époque, l'Europe est fascinée par l'ailleurs, le voyage et l'exotisme. L'Orient, pris dans un sens extrêmement large, du Maghreb au Japon, est à la mode. L'Orient est méconnu par la majorité des Européens, mais fascine. On lit Les Mille et une nuits, récemment traduit par Antoine Galland, et on met en scène des personnages venus d'ailleurs. En 1721, Montesquieu avait connu un immense succès avec les lettres persanes, un roman épistolaire, sous forme de lettres donc, dans lequel on suit deux Perses, Ouzbek et Rika, découvrant avec curiosité la France. Choisir un personnage étranger permet de critiquer son propre pays avec une distance très pertinente. Et ça, Françoise y est très sensible quand elle écrit les lettres d'une Péruvienne. Dans ce livre, on découvre la jeune Zilia, une prêtresse du soleil, menant une vie douce au Pérou, fiancée à l'Inca Asa. Un jour, des Espagnols attaquent son temple et l'enlèvent. Au cours du voyage, elle est secourue par des Français, dont d'Éterville, qui tombent amoureux d'elle. Débute alors un long périple en mer.
Au départ, Zilia ne sait pas écrire à l'européenne. Elle utilise des quipos, un ensemble de cordes et de cordelettes colorées qui lui permettent de raconter son histoire grâce à un système de nœuds. Arrivée à Paris, Zilia découvre les mœurs, la société et la culture française. Elle raconte son déracinement et ses découvertes. Elle subit des moqueries, mais trouve du réconfort auprès de d'Eterville et de sa sœur Céline. Jour après jour, elle apprend la langue française et se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'Europe. Envoyée au couvent avec Céline, elle découvre aussi le traitement réservé aux femmes et les contradictions de la religion catholique. De retour de la guerre, d'Eterville comprend que Zilia ne l'aimera jamais et il accepte de l'aider à retrouver Asa, qui lui aussi a été emmené en Europe à la cour d'Espagne. Sincère, juste et honnête, d'Eterville permet à Zilia de s'installer seule dans une maison en attendant Asa. Mais quand ce dernier arrive, rien ne se passe comme prévu pour Zilia. Asa a changé, s'est converti au christianisme et va même épouser une Espagnole. Dévastée, Zilia décide de rester seule dans sa demeure et de vivre à l'écart du monde. Se dédiant à l'étude et à l'écriture, Zilia n'écrit plus à Asa, mais à d'Eterville, dont elle regrette l'absence. Elle ne veut cependant pas l'épouser. Elle préfère rester seule, une fin audacieuse pour l'époque. Le plaisir d'être, ce plaisir oublié, ignoré même de tant d'aveugles humains. Cette pensée si douce, ce bonheur si pur, je suis, je vis, j'existe, pourra seul rendre heureux, si l'on s'en souvenoit, si l'on en jouissoit, si l'on en connoissoit le prix. Au fil des lettres, le lecteur assiste à l'émancipation de Zilia, aussi bien intellectuellement que moralement. La jeune femme comprend que son destin n'est plus lié à celui d'Asa, qu'il a abandonné. Elle refuse aussi la proposition de mariage de d'Eterville, même s'il l'aime sincèrement et s'est montrée noble tout au long du récit. Roman d'aventure, roman d'amour, roman moral et politique, Les Lettres d'une Péruvienne a été un immense succès à sa sortie. Il est même considéré comme le premier grand succès éditorial moderne en langue française. Fréron, un célèbre critique littéraire du XVIIIe siècle, déclare « Je connais très peu de romans aussi agréables. C'est un mélange adroit et amusant de satire fine de nos mœurs, de saine philosophie et de peinture forte et naïve de l'amour. Il est rempli de ces traits lumineux et délicats, formés par une imagination qui sait tout éclairer et tout embellir. Quel heureux talent que celui de communiquer au papier cette matière si mince et si froide, tant de chaleur et de solidité. » L'œuvre a eu tant de succès qu'elle fut adaptée au théâtre, connue des réécritures, des critiques et des défenses. Dans une suite, intitulée Les Lettres d'Asa ou d'un Péruvien, l'auteur Ignace Ugari de Lamarche-Courmont raconte même l'histoire du point de vue d'Asa et réconcilie les deux héros qui retournent au Pérou. On a souvent demandé à Françoise de modifier la fin de son récit pour que Zilia épouse d'Eterville, ce qu'elle a toujours refusé. Pour vous dire le succès, le roman a même été traduit en 9 langues dont l'anglais, l'allemand, l'italien et le russe. Il a également lancé une mode. Les femmes riches se faisaient coiffer à la Zilia ou se faisaient peindre en péruvienne. Le critique Joseph de la Porte déclare « Ce roman ingénieux, plein de grâce et de délicatesse, a placé son auteur au nombre des écrivains célèbres. » Voilà donc Françoise de Graffigny célèbre. Peut-être à l'abri du besoin et pour toujours inscrite dans l'histoire littéraire de son pays. Sacré parcours pour une femme qui revient de tant de douleurs et de difficultés. Malheureusement, cette célébrité ne durera pas. Une gomme. Et nous voici au dernier objet, la gomme. Entre nous, il y a peu de chances que vous ayez entendu parler de Françoise de Graffigny avant que votre enseignant vous annonce que vous alliez l'étudier cette année. Pas vrai? Pourtant, ces lettres d'une Péruvienne ont été un immense succès, tout comme sa pièce Cénie, jouée en 1750. Comme beaucoup d'autrices de son époque, Françoise de Graffigny a été lentement effacée du panthéon littéraire au cours des 19e et 20e siècles. Cela peut s'expliquer pour de multiples raisons. Les historiens et critiques littéraires de l'époque, presque exclusivement des hommes, avaient par exemple des critères artistiques teintés de virilisme
et ils ont souvent écarté les livres jugés trop féminins ou sentimentaux. L'œuvre de Françoise de Graffigny a été considérée comme mineure et cessa de figurer dans les anthologies ou les manuels. Quand un critique célèbre comme Sainte-Beuve parle d'elle au XIXe siècle, c'est avant tout pour parler du philosophe Voltaire qu'elle a fréquenté. Pourtant, même le philosophe Rousseau, qui n'aimait pas le théâtre et voyait très négativement les femmes autrices, déclare dans une lettre à d'Alembert : « Ce n'est pas à une femme, mais aux femmes que je refuse les talents des hommes. J'honore d'autant plus volontiers ceux de l'auteur de Cénis en particulier. » Dans la première partie du XVIIIe siècle, Françoise de Graffigny fait partie du top 3 des auteurs français les plus réédités. Alors, comment expliquer qu'elle ait pu ainsi être mise de côté ? Peut-être en partie pour son discours très moderne sur l'émancipation des femmes. Dès ses premières publications, La Nouvelle Espagnole et La Princesse Azerolles, elle présente des personnages féminins qui bénéficient d'une éducation morale et intellectuelle. Elle prône l'égalité dans l'éducation des hommes et des femmes. Pour Graffigny, l'éducation prime sur la naissance ou la richesse, car elle permet d'accéder à la vertu, contrairement à la naissance ou l'argent. Ainsi, à la fin des Lettres d'une Péruvienne, Zilia est même plus réfléchie et intelligente que les hommes. Sa décision finale de rester célibataire et d'écrire a profondément marqué des générations de lecteurs et, surtout, de lectrices. Pour ces raisons, l'œuvre de Françoise de Graffigny peut sembler très actuelle, mais il serait maladroit de dire qu'elle était féministe, dans le sens où ce terme s'est lentement construit au cours du XIXe siècle. Pourtant, certains critiques n'hésitent pas à souligner l'importance de son œuvre pour la représentation des violences faites aux femmes. Elle peut donc être qualifiée de pré-féministe. Malheureusement, la fin de vie de Françoise de Graffigny n'a pas été de tout repos. Après un temps de répit, ses difficultés financières reviennent. Malgré les succès des Lettres d'une Péruvienne et de Cénis, ses œuvres suivantes connaissent moins de succès. Sa pièce, La fille d'Aristide, jouée en 1758, est un terrible échec. La même année, son cœur, fatigué peut-être de cette vie si intense, cessa de battre. Elle mourut, à 63 ans, retirée dans sa maison de campagne. Son ami, François-Antoine Deveau, Pampan, se chargea de ses dernières volontés. Oubliée durant des années, Françoise de Graffigny est aujourd'hui à nouveau étudiée dans le monde entier, aux États-Unis, comme par vous, aujourd'hui en France. Il a fallu attendre les années 1960 pour qu'on explore comme il se doit sa correspondance et qu'on étudie avec attention ses œuvres, permettant, lentement mais sûrement, de la remettre à sa place, en pleine lumière. Une trousse de maquillage, une enveloppe, une pièce d'or, une gomme. Et voilà pour la valise de Françoise de Graffigny. Vous pouvez mémoriser ces 4 objets pour vous souvenir de son parcours exceptionnel de femme et d'autrice. Pour en apprendre davantage sur l'œuvre au programme du bac, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast « Les Lettres d'une Péruvienne sur le bout des doigts ». En attendant, refermons cette jolie et triste valise. On ne sait jamais, elle pourrait vouloir la récupérer et, qui sait, partir en voyage, en Lorraine ou au Pérou.